Imaginez un homme que tout le monde traite de fou. Un homme que personne ne regarde, que tout le monde évite. Un jour, en fouillant dans les ordures, il découvre un bébé abandonné. Et au lieu de détourner le regard, il tend la main. Ce geste, que le monde jugeait insensé, va bouleverser des vies. Des années plus tard, la vérité éclate. Et ce fou devient un héros inattendu. Voici l'histoire incroyable d'un amour plus fort que les jugements, plus fort que l'abandon. Une histoire qui prouve qu'on peut naître dans la poussière et briller comme une étoile. Accrochez-vous, cette histoire va vous bouleverser jusqu'à la dernière seconde. C'était une nuit froide, dans un quartier pauvre à la périphérie de la ville de Dukosa. Les rues étaient presque désertes, sauf pour quelques chiens errants fouillant les tas d'ordures éparpillées ici et là. Le silence pesait lourd, interrompu seulement par le sifflement du vent et un cri. Un cri faible, presque inaudible. Un cri de bébé. Parmi les poubelles malodorantes et les sacs éventrés, un petit corps remuait. Un nouveau-né, emmailloté maladroitement dans un tissu sale, pleurait doucement, abandonné au milieu des déchets. Ses pleurs se perdaient dans la nuit, sans que personne ne s'en inquiète. Personne, sauf Samba, le fou du quartier. Tout le monde connaissait Samba. Il errait dans les rues, parlant à lui-même, riant sans raison, habillé de haillons colorés qu'il ramassait un peu partout. Les enfants le fuyaient, les adultes l'évitaient. Il dormait sous un vieux pont, mangeait dans les poubelles et parlait à des gens invisibles. Mais ce que personne ne savait, c'est que Samba avait l'ouïe très fine. Il entendait ce que les autres ignoraient. Cette nuit-là, alors qu'il parlait tout seul à une vieille canette rouillée, il s'arrêta net. Ses yeux brillèrent dans l'obscurité. Il avait entendu ce cri. « Chut, 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 qui pleure dans mon royaume ?» murmura-t-il en marchant en zigzag vers l'origine du son. Arrivé près du tas d'ordures, il écarta les déchets d'un geste étrange, comme s'il manipulait des trésors précieux. Et là, il vit le bébé. Tout petit, tout fragile, tremblant de froid. Samba s'agenouilla, ses mains sales tremblaient légèrement. Il regarda le bébé longtemps. Puis, il sourit, un sourire doux, presque lucide. « Petit ange, toi aussi tu es tombé du ciel comme moi », murmura-t-il. Il prit le bébé dans ses bras, le serra contre lui, et sans hésiter, il se leva et marcha doucement vers son abri sous le pont, fredonnant une berceuse que personne n'avait entendue depuis des années. Ce soir-là, les étoiles semblaient briller un peu plus fort. Mais personne ne le vit. Personne, sauf Samba et le destin. Le pont délabré qui surplombait un ruisseau presque asséché était le seul refuge de Samba depuis des années. On l'appelait le repère du fou. Personne n'osait s'en approcher, surtout la nuit. Certains disaient que Samba y parlait aux esprits. D'autres disaient qu'il enterrait des objets qu'il appelait « souvenirs de roi ». Mais cette nuit-là, quelque chose d'inédit s'y passait. Samba était rentré doucement, le bébé contre sa poitrine. Il avait arrangé un lit de carton et de chiffon dans un coin sec, à l'abri du vent. Il y plaça le nourrisson avec une tendresse inattendue. « T'en fais pas, petit roi. Ici, c'est mon royaume. Je vais te protéger, » dit-il, tout en sortant une vieille couverture trouée d'un sac en plastique. Le bébé avait cessé de pleurer. Comme s'il avait senti quelque chose. Une chaleur. Une sécurité. Peut-être un cœur sincère. Ou peut-être quelque chose que seul le destin peut expliquer. Samba, malgré sa folie apparente, se mit à prendre soin du bébé comme s'il avait élevé 1000 enfants avant lui. Il improvisa un biberon avec une vieille bouteille propre qu'il avait lavée dans le ruisseau et qu'il remplit de lait qu'il vola au marché le matin suivant. Le bébé, qu'il appela Moïse, buvait en silence. « Moïse, tu as été sauvé des eaux, non? Moi je t'ai trouvé dans les ordures. »« C'est presque pareil, » disait-il en riant doucement. Les jours suivants, les habitants du quartier virent Samba rôder autour des maisons, quémander discrètement des couches, de vieux habits de bébé, un peu de nourriture. Mais étrangement, il ne riait plus autant. Il n'hurlait plus dans les rues comme avant. Il semblait calme, concentré. Les gens commencèrent à murmurer. Le fou a trouvé un bébé. Ce n'est pas possible, c'est dangereux. Quelqu'un devrait appeler les services sociaux. Mais personne ne fit rien. Dans ce quartier, les autorités venaient rarement, sauf pour arrêter ou chasser. Et puis, un fou avec un bébé, ça faisait presque partie des légendes vivantes. Pourtant, sous ce pont sale, dans ce recoin oublié du monde, se tissait quelque chose de profond. Une histoire. Un lien. Une vérité en gestation. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce bébé n'était pas un enfant ordinaire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Samba avait recueilli le bébé sous le vieux pont. Dans tout le quartier de Dukosa, les rumeurs enflaient. Le fou a un enfant maintenant.
Il le traîne partout, comme une poupée vivante. C'est sûrement de la sorcellerie. Certains curieux s'étaient approchés pour voir de leurs propres yeux. Et ce qu'ils virent les troubla davantage. Samba n'était plus le même. Il était toujours vêtu de briques et de brocs, toujours bavard, toujours étrange, mais il n'était plus agité comme avant. Il marchait droit, parlait moins aux objets, et son regard semblait porter une lumière nouvelle. Une clarté rare. Il parlait au bébé comme à un prince. « Moïse, regarde les oiseaux là-haut. Eux aussi, ils sont libres. Comme toi tu seras. Moïse, un jour tu comprendras pourquoi je t'ai trouvé. Et ce jour-là, tu marcheras sans peur. » Le bébé grandissait vite. Il était curieusement fort pour son âge. Ses yeux brillaient d'une intensité particulière, comme s'il comprenait tout. Les vieilles femmes du marché, d'habitude dures et méfiantes, avaient remarqué cela aussi. « Ce garçon-là a quelque chose de spécial », disait maman Fatou, une vendeuse de tomates à la langue bien pendue. « Ce n'est pas un enfant qu'on trouve comme ça dans les ordures. » Une autre vendeuse, plus pieuse, ajouta. « Et si Dieu l'avait mis là exprès? Pour le fou? Pour nous rappeler quelque chose ?» Mais d'autres avaient moins de compassion. Madame Aminata, la présidente du comité de quartier, voyait cela comme un danger. « Et si cet enfant est malade? Et si Samba l'a volé quelque part? Il faut faire une enquête » cria-t-elle lors d'une réunion. Mais personne ne voulait s'en mêler directement. Par lâcheté. Ou par peur. Samba faisait peur aux adultes, mais Moïse, il désarmait les cœurs. Pendant ce temps, Samba continuait sa routine étrange. Voler un peu, mendier un peu, protéger beaucoup. Il avait construit un petit berceau avec du bois et des clous rouillés. Il l'avait placé près de son lit de fortune. Chaque soir, il chantait à Moïse une berceuse qu'il disait avoir entendue dans son enfance. Une chanson douce, triste, en langue peul. Nanamodo, Moyidi, Moala. Petit enfant, tu vis, tu es lumière. Et dans le silence de la nuit, au cœur d'un monde oublié, la voix d'un fou et le souffle d'un bébé résonnaient comme une promesse. Une promesse que personne encore ne pouvait comprendre, mais que l'univers lui-même semblait écouter. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le ciel de Dukossa, Samba regardait Moïse dormir. Le bébé avait maintenant environ 2 mois. Il grandissait vite, et son regard devenait chaque jour plus vif. Mais cette nuit-là, Samba était agité. Il parlait à voix basse, assis sur une pierre, les yeux perdus dans les étoiles. « Moïse, tu es venu me réveiller. Mais maintenant, c'est moi qui ne dors plus. » Il se leva soudainement et se mit à marcher en rond, comme pris par un souvenir lointain. « J'ai déjà tenu un bébé comme toi. Il y a longtemps, très longtemps. » Samba s'agenouilla près de l'eau stagnante du ruisseau et fixa son reflet. Ce qu'il vit dans cette eau trouble, ce n'était pas le fou que tout le monde connaissait. C'était un homme plus jeune, en uniforme. Un soldat. Car oui, autrefois, Samba n'était pas un fou. Il était un soldat respecté, un homme droit, courageux, aimé de sa femme et père d'un petit garçon. Jusqu'au jour où la guerre civile éclata. Un jour, tout avait basculé. Sa famille avait été tuée dans une attaque surprise. Sa maison incendiée. Son fils, disparu. Samba l'avait cherché pendant des semaines, dans les ruines, dans les camps, dans les hôpitaux. En vain. Le choc l'avait brisé. Son esprit n'avait pas supporté. Il avait erré, perdu, fou de douleur. Et le monde avait fini par le considérer comme le fou de Dukossa. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans son cœur blessé, Samba n'avait jamais cessé de chercher. Et depuis qu'il avait trouvé Moïse, quelque chose s'était rallumé en lui. Une flamme éteinte depuis longtemps. « Est-ce que Dieu t'a envoyé pour me consoler? Ou pour me punir ?» chuchota-t-il au vent. Soudain, un bruit attira son attention. Moïse s'était réveillé, ses petits bras s'agitant dans l'air. Il fixait Samba avec des yeux brillants, presque trop sage pour un bébé. Samba sourit. « Non, tu n'es pas une punition. Tu es un rappel. » Ce soir-là, Samba prit Moïse dans ses bras et le berça contre lui. Pour la première fois depuis des années, une larme coula sur sa joue. Silencieuse, salée, humaine. Ce n'était pas seulement Moïse qui avait été sauvé dans les ordures. Samba aussi venait d'être tiré des ténèbres. Mais loin de là, dans un autre quartier de la ville, une femme pleurait devant une photo déchirée. Un visage, un bébé. Et cette femme cherchait depuis des mois l'enfant qu'on lui avait volé. Dans une petite chambre d'un quartier huppé de la ville, loin de la poussière de Dukossa, Aïcha pleurait en silence. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un petit vêtement blanc, taché d'une vieille goutte de sang séché. C'était la seule chose qu'elle avait pu garder de son fils. Son bébé disparu il y a 2 mois.
Aïcha n'était pas une femme ordinaire. Elle travaillait comme infirmière dans une clinique privée, respectée pour son professionnalisme et sa douceur. Mais derrière ses sourires au travail, se cachait une blessure profonde. Son fils avait disparu une nuit, à peine âgé de 2 jours. C'était dans cette même clinique où elle travaillait. Elle s'était endormie d'épuisement après son accouchement. À son réveil, la couche était vide. L'hôpital avait déclenché une alerte, une enquête avait été ouverte, mais aucune trace du nourrisson. Certains parlaient d'un enlèvement organisé. D'autres accusaient une erreur du personnel. Mais Aïcha savait ce qu'elle avait vu. Mon fils était là. Je l'ai vu dans mes bras. Je l'ai allaité. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un a voulu qu'on me croie folle. Depuis, elle ne vivait plus. Elle ne mangeait presque pas. Elle passait ses nuits à coller des avis de recherche, à interroger les mendiants, à visiter les commissariats. Même sa famille commençait à douter de sa santé mentale. Mais Aïcha s'accrochait à une seule chose, la certitude que son fils était encore en vie. Ce jour-là, alors qu'elle sortait d'un commissariat où l'on venait encore de lui dire de laisser les enquêteurs faire leur travail, un enfant vendeur d'eau l'approcha timidement. « Madame, tu cherches un bébé perdu. » Elle s'arrêta net. « Que as-tu dit ?»« Y a un fou, là-bas à Doukossa. Il traîne un petit bébé tous les jours. Tout le monde parle de lui. » Le cœur d'Aïcha rata un battement. Un fou avec un bébé. L'enfant hocha la tête. Il l'appelle Moïse. Mais le bébé, il a pas l'air normal. Il est comme, lumineux. Aïcha sentit son souffle se couper. Montre-moi. Montre-moi où il est. Ce jour-là, une femme au foulard rouge suivit un enfant à travers les ruelles de Doukossa. Elle ne le savait pas encore, mais elle marchait vers le destin. Vers le pont. Vers son fils. Et pendant ce temps, sous ce même pont, Samba regardait Moïse et murmurait. « Petit roi. Je sens que le vent change. Quelqu'un approche. Quelqu'un de ton passé, ou du mien. » Le soleil commençait à se coucher sur Doukossa. Les derniers rayons d'or se reflétaient sur les tôles rouillées, donnant au quartier une lumière presque irréelle. Sous le vieux pont, Samba s'occupait de Moïse. Il avait lavé une chemise trop grande qu'il allait transformer en robe pour le bébé. Il fredonnait, les pieds dans l'eau, heureux comme un roi dans son palais de fortune. Moïse, allongé sur une couverture, babillait joyeusement. Ses petits bras s'agitaient dans tous les sens comme s'il saluait les étoiles avant même qu'elles apparaissent. Soudain, Samba s'arrêta. Il releva la tête. Le vent a parlé, Moïse. Une visite approche. Une femme. Quelques mètres plus loin, Aïcha approchait du pont, guidée par le petit vendeur d'eau. Plus elle s'approchait, plus son cœur battait fort. Elle se sentait attirée, comme si une force invisible la poussait vers cet endroit. Quand elle arriva près du pont, elle vit une silhouette courbée, un homme en haillons, avec des cheveux en bataille et des bracelets faits de bouchons et de ficelles. Et près de lui, un bébé. Le monde s'arrêta. Aïcha s'avança doucement, les mains tremblantes. Elle regarda le bébé. Et ce qu'elle vit la frappa en plein cœur. Les mêmes fossettes que son père, le même grain de beauté au-dessus de l'oreille, les mêmes yeux profonds. Elle tomba à genoux. Mon Dieu! Samba s'était redressé. Il observait la femme avec attention. Ses yeux, souvent perdus dans le vide, étaient ce jour-là d'une clarté surprenante. « Tu es venu pour Moïse ?» demanda-t-il calmement. Aïcha hocha la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient sur ses joues. « Je suis sa mère, je le reconnaîtrai entre 1000. C'est lui, c'est mon fils. » Samba resta silencieux. Il regarda Moïse, puis Aïcha. Puis il fit un geste lent. Il prit le bébé et le plaça doucement dans les bras de la femme. Le bébé ne pleura pas. Il ne sembla pas surpris. Il posa simplement sa petite main sur la joue de sa mère, comme s'il la reconnaissait lui aussi. « Alors, tu es enfin venu, » murmura Samba. Aïcha leva les yeux vers lui. « Où l'avez-vous trouvé? Qui êtes-vous » Samba sourit tristement. « Je suis l'oublié. Mais grâce à lui, je redeviens un homme. » À cet instant, un cri retentit derrière eux. Un groupe de jeunes, alertés par la scène étrange, arriva en courant. L'un d'eux brandissait un téléphone. C'est elle, la femme qui cherche le bébé volé. Et soudain, tout Doukossa se mit à parler, à crier, à se rassembler. Mais entre Aïcha et Samba, il n'y avait plus de bruit. Juste un regard, un lien, et un enfant qui portait le secret de 2 vies brisées et d'un miracle en marche. Très vite, le petit pont devint un lieu de foule. Les habitants de Doukossa, attirés par les rumeurs, accoururent de toutes parts. Les uns reconnaissaient Aïcha grâce aux affiches qu'ils avaient vues. Les autres voulaient simplement voir de leurs propres yeux.
Et au milieu de ce chaos, les regards se posaient sur Samba, et sur le bébé. C'est le bébé disparu. C'est elle, la mère. Et le fou, il l'a volé ou sauvé. Les murmures s'amplifièrent, se transformant en cris. Certains exigeaient que la police soit appelée. D'autres disaient qu'il fallait simplement laisser la mère repartir avec son enfant. Mais Aïcha ne bougeait pas. Elle tenait Moïse contre elle, comme si elle craignait qu'il lui échappe encore une fois. Pourtant, au fond d'elle, un doute la rongeait. Comment un homme considéré comme fou avait-il pu prendre soin d'un bébé avec autant d'amour? Pourquoi ne s'était-il pas enfui? Samba, de son côté, restait calme. Il observait les gens sans peur, comme s'il avait déjà vécu 1000 scènes comme celle-là. Puis il se leva et prit la parole d'une voix étonnamment ferme. Ce n'est pas moi qui ai volé cet enfant. C'est le destin qui me l'a confié. Je l'ai trouvé dans les ordures, abandonné, enveloppé dans un drap taché de sang. Un silence pesa. Les plus bruyants s'arrêtèrent net. Je l'ai sauvé, oui. Mais il m'a aussi sauvé. Chaque jour depuis ce jour-là, je lui ai donné ce que j'avais. Pas grand-chose, mais c'était du vrai. Une vieille femme dans la foule, Maman Fatou, prit la parole. Ce fou-là, il mendiait pour ce bébé. Il ne mangeait pas s'il n'avait pas de quoi lui donner d'abord. Ce n'est pas un voleur, c'est un gardien. Aïcha, bouleversée, leva les yeux vers Samba. Vous l'avez vraiment trouvé dans les ordures. Samba hocha la tête. Il alla fouiller dans son sac et en sortit un morceau de tissu abîmé, le drap dans lequel Moïse avait été enveloppé. Aïcha l'attrapa, les mains tremblantes. Elle le reconnut. C'était celui qu'elle avait emporté à la maternité. Son nom y était brodé, Aïcha D. Elle s'effondra en larmes. C'est lui, c'est bien lui. Mais alors que l'émotion emplissait l'air, 2 agents de police arrivèrent, alertés par les appels des habitants. Que se passe-t-il ici? Le calme s'effaça aussitôt, remplacé par l'inquiétude. Tous se tournèrent vers les hommes en uniforme. Samba regarda Aïcha, puis Moïse. Je ne suis pas un criminel. Je suis un père brisé, qui a protégé un enfant abandonné. Les policiers se regardèrent, incertains. Mais ce qu'ils voyaient dans les yeux de Samba n'avait rien d'un fou dangereux. Il y avait là quelque chose d'humain, de vrai, et d'oublié depuis longtemps. Les policiers, après avoir dispersé la foule, demandèrent à Aïcha et à Samba de les suivre au poste. Le bébé, désormais endormi contre la poitrine de sa mère, ne semblait pas troublé. Aïcha, elle, était nerveuse, mais déterminée. Samba, toujours aussi calme, marchait comme s'il s'apprêtait à livrer sa dernière bataille. Au commissariat central de Doukossa, l'inspecteur Kouyaté, un homme à la voix grave et au regard perçant, les reçut. Il avait entendu parler de cette affaire depuis des semaines, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle aboutirait ainsi, un fou devenu sauveur. Assis face à eux, il interrogea d'abord Aïcha. « Madame, vous affirmez que ce bébé est le vôtre. Qu'avez-vous comme preuve formelle ?» Aïcha hocha la tête et sortit de son sac une enveloppe. « Ceci est une copie de mon dossier médical. Voici l'acte de naissance, avec l'heure de l'accouchement, la maternité, les signatures. Et ce tissu, c'est le linge dans lequel j'ai enveloppé mon fils le jour de sa naissance. Mon nom est cousu dessus. » L'inspecteur examina les documents. Il hocha lentement la tête, puis se tourna vers Samba. « Et vous, Samba, c'est ça? Racontez votre version. » Samba leva les yeux vers lui, droit et digne malgré ses habits déchirés. « Je marchais près de la décharge de Doukossa, à l'aube. C'est là que je l'ai entendu pleurer. Il était seul, abandonné, dans un carton sale. J'ai cru que c'était un chaton. Mais c'était un bébé. Il était encore chaud. J'ai paniqué, puis je l'ai pris. Je ne savais pas quoi faire. Alors je l'ai gardé. Je ne pouvais pas le laisser. Pourquoi ne pas l'avoir emmené à l'hôpital ou à la police? Demanda Kouyaté. Samba ferma les yeux un instant. Parce que personne ne m'écoute, monsieur. Depuis que j'ai perdu ma famille, je ne suis plus qu'un corps qui parle seul. Un fou. Qui aurait cru mon histoire? Un silence lourd suivit. L'inspecteur soupira. Vous n'avez aucun antécédent judiciaire. Aucun rapport de violence. Et pourtant, la ville entière vous connaît comme déséquilibré. Samba sourit tristement. Parfois, la douleur rend fou. Et parfois, elle rend plus humain que ceux qui se disent normaux. L'inspecteur ne répondit pas tout de suite. Il fit signe à une agente en uniforme. Faites un test ADN entre la mère présumée et l'enfant. C'est la seule façon d'avoir une certitude. Aïcha accepta sans hésiter. Samba aussi. Avant de quitter la salle, Samba se pencha vers Moïse et lui murmura. Quoi qu'il arrive,
tu n'as jamais été seul. N'oublie jamais ça. Moïse, à peine réveillé, ouvrit les yeux. Il tendit sa petite main vers Samba, comme pour dire adieu. Et tous les cœurs dans la pièce se serrèrent. Ce jour-là, au cœur du commissariat, le destin avait réuni deux mondes. Celui d'un fou abandonné et celui d'une mère déchirée. Mais la vérité, elle, n'avait pas encore tout dit. Les jours suivants furent longs. Très longs. Le test ADN avait été effectué, mais les résultats prenaient du temps. Le commissaire Kouyaté avait préféré garder l'affaire discrète pour éviter l'agitation dans les médias et dans le quartier de Doukossa. Pendant ce temps, Aïcha restait à l'hôtel, à quelques rues du commissariat, avec Moïse dans ses bras, veillant sur lui comme si elle voulait rattraper chaque seconde perdue. Elle lui chantait les berceuses qu'elle avait gardées en mémoire, lui caressait le front doucement, lui racontait même des histoires, comme si l'enfant pouvait tout comprendre. Mais dans son cœur, un doute persistait. Et si ce n'était pas lui? Et si son cœur lui jouait des tours, aveuglé par le manque? Elle se souvenait de ce que lui avait dit une collègue à la clinique. Aïcha, parfois, le manque d'un enfant peut faire croire qu'on l'a retrouvé. Tu dois être forte. Si c'est lui, tu le sauras. Mais prépare-toi à tout. Et puis, il y avait Samba. Depuis leur passage au commissariat, il avait été temporairement placé dans un centre d'accueil. Il n'avait pas protesté. Il obéissait sans résistance, comme s'il savait que son rôle touchait à sa fin. Dans ce centre, Samba restait à l'écart. Il parlait peu, ne demandait rien. Chaque soir, il dessinait sur des bouts de papier, des cercles, des étoiles, et souvent des silhouettes d'un homme et d'un enfant, marchant ensemble dans la rue. Un jeune travailleur social, Yaya, intrigué par lui, s'était approché. « Tu penses que tu vas retourner dans la rue ?» Samba avait souri. « J'y retournerai peut-être. Mais mon cœur, lui, il restera avec ce petit. Je suis fou, mais pas assez pour ne pas savoir ce que j'ai perdu. » Yaya s'était alors penché, les yeux humides. « Tu sais, moi, j'ai grandi sans père. Et en t'écoutant, je me demande si la folie, ce n'est pas dans le monde, pas en toi. » Le lendemain, Kouyaté convoqua Samba et Aïcha. Les résultats étaient enfin arrivés. Il posa l'enveloppe sur la table, la regarda un long moment, puis dit simplement « Ce que je vais vous lire changera votre vie à tous les deux. Êtes-vous prêts ?» Le cœur d'Aïcha battait à tout rompre. Samba, lui, regardait l'enveloppe avec une paix étrange, comme s'il connaissait déjà la vérité. Kouyaté ouvrit l'enveloppe. Il lut. Puis, lentement, il releva les yeux vers eux, l'air grave. Le test est. Le silence dans le bureau du commissaire Kouyaté était presque douloureux. Même le tic-tac de l'horloge paraissait s'être arrêté. Aïcha, les mains moites, serrait la petite main de Moïse, son regard figé sur les lèvres du commissaire. Samba, lui, restait serein, mais ses yeux trahissaient une tension intérieure. Kouyaté prit une profonde inspiration, puis déclara « Le test est positif. » Un souffle d'émotion envahit la pièce. « Madame Aïcha, vous êtes bien la mère biologique de l'enfant. C'est votre fils. Il n'y a aucun doute. » Aïcha éclata en sanglots, des larmes chaudes roulant sur ses joues. Elle serra Moïse contre son cœur, comme pour ne plus jamais le laisser partir. Samba, lui, resta silencieux. Il ferma les yeux. Un sourire discret apparut sur son visage. C'était un sourire de soulagement, mais aussi de tristesse. Kouyaté poursuivit. « Samba, ce que vous avez fait, ce que vous avez été pour cet enfant, dépasse tout ce que la loi peut codifier. Vous n'êtes pas un criminel. Vous êtes un gardien. Un père. » Il fit une pause, puis ajouta. « Nous allons classer cette affaire comme un acte de sauvetage, pas d'enlèvement. Vous ne serez pas poursuivi. » Samba hocha doucement la tête. Aïcha se tourna vers lui. Pour la première fois, elle le regarda avec des yeux de reconnaissance et non de méfiance. Elle murmura. « Merci. Vous avez pris soin de lui quand moi, je le croyais mort ou disparu. Comment pourrais-je vous remercier ?» Samba répondit simplement. « Il n'a jamais été seul. C'est tout ce qui comptait. » Aïcha s'approcha, posa une main sur la sienne. Moïse, à cet instant, tendit les bras vers Samba. Il sourit et émit un petit rire. Un rire pur. Un rire d'enfant heureux. Samba le prit dans ses bras une dernière fois. Il le regarda dans les yeux et murmura. « Tu es aimé. Tu as une mère forte. Va, petit roi. » Puis il le rendit à Aïcha. Il se leva lentement et fit un pas vers la porte. Kouyaté l'interpella. « Attendez. Vous n'avez nulle part où aller. » Samba s'arrêta. « J'ai le souvenir d'un enfant qui m'a donné une raison de vivre pendant 3 ans. C'est plus que ce que j'avais avant. » Aïcha intervint. « Samba,
ne partez pas comme ça. Il tourna la tête, mais ne répondit pas. Il était temps pour lui de disparaître, ou peut-être d'être enfin vu autrement. Après leur départ du commissariat, Aïcha proposa à Samba de l'accompagner à l'hôtel pour qu'ils puissent discuter, au calme. Contre toute attente, il accepta. Pas pour lui, mais pour Moïse, qui refusait de lâcher sa main. Dans le petit salon de l'hôtel, Aïcha observa Samba de plus près. Ses vêtements étaient sales, usés, mais il portait en lui une noblesse étrange. Il ne se comportait ni comme un mendiant, ni comme un dérangé. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser, chargé d'un passé douloureux. Aïcha demanda doucement. « Pourquoi étais-tu dans la rue, Samba? Que t'est-il arrivé ?» Il hésita, fixa le sol, puis murmura. « J'étais professeur d'histoire, à l'université de Fombé. J'avais une femme, un enfant aussi. Un jour, en revenant d'un colloque, j'ai trouvé leur voiture renversée. Ils étaient morts. Tous les deux. » Aïcha mit une main sur sa bouche. Elle ne s'attendait pas à cela. « Je suis resté là, à côté de la voiture, pendant des heures. Les gens m'ont trouvé le lendemain matin, incapable de parler. Depuis, j'ai erré. » Il leva les yeux vers elle. « Quand j'ai trouvé Moïse, j'ai cru que Dieu m'avait puni, puis pardonné. Il m'avait redonné un fils. » Un long silence suivit. Dans les jours qui suivirent, toute la ville parla de l'histoire. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que Samba était un héros, d'autres ne savaient plus s'il fallait l'appeler fou ou sage. Mais les enfants du quartier, eux, avaient toujours su. Pour eux, Samba n'avait jamais été fou. C'était tonton Moïse, celui qui leur racontait des histoires le soir près du feu, celui qui partageait son pain rassis avec les pigeons et sa gourde d'eau avec les chiens errants. Une petite fille, Aminata, dit à Aïcha dans la rue. « Tu sais, madame, Moïse, il riait tout le temps avec Samba. Il disait que c'était son papa. » Aïcha sourit, le cœur serré. Elle savait désormais qu'un lien d'âme s'était tissé entre eux. Et ce lien ne pouvait être coupé si facilement. Elle prit alors une décision qui allait bouleverser leur avenir. Elle se rendit chez Kouyaté, frappa à sa porte, et déclara avec fermeté. « Je ne veux pas qu'il retourne à la rue. Il a sauvé mon fils. Il fait partie de notre histoire. Il doit faire partie de notre avenir. » Une semaine après le retour de Samba de Dakar, alors que le village semblait retrouver sa tranquillité, une voiture noire s'arrêta devant la maison d'Aïcha. De la voiture descendit une femme élégante, vêtue d'un boubou ivoire raffiné. Elle portait un foulard sobre, mais ses yeux, fatigués, trahissaient une émotion profonde. C'était Nafi Diallo. Elle se tenait droite, mais on sentait que ses jambes tremblaient. Elle regarda la maison comme si c'était un sanctuaire ou un tribunal. Aïcha sortit sur le pas de la porte, suivie de Moïse, qui tenait la main de Samba. Nafi s'arrêta à quelques mètres. Elle posa ses yeux sur l'enfant et eut un souffle coupé. Il a grandi, murmura-t-elle, la voix brisée. Samba resta silencieux. Aïcha s'approcha lentement. « Pourquoi es-tu venu, Nafi ?» Nafi prit une grande inspiration. « Parce que j'ai fui toute ma vie. Parce que j'ai laissé mon fils entre les mains du destin. Et qu'au lieu de le briser, ce destin lui a offert mieux que ce que je croyais lui donner. » Elle regarda Samba, les larmes aux yeux. « Vous avez fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Vous l'avez aimé. Vous l'avez protégé. Je ne viens pas pour le reprendre. Je sais que je n'en ai plus le droit. Mais je veux qu'il sache, un jour, que je ne l'ai pas abandonné par manque d'amour. C'est parce qu'on m'a fait croire que j'étais une honte. » Samba s'approcha lentement. Il regarda Nafi longuement, puis dit d'une voix calme. « Le moment venu, il saura. Et c'est toi qui devras lui dire. Pas un carnet. Pas moi. Pas Aïcha. Toi. » Moïse, curieux, observait la scène sans comprendre. « C'est qui, maman ?» demanda-t-il. Aïcha s'agenouilla et le regarda dans les yeux. « C'est une amie. Quelqu'un qui t'a aimé, même de loin. » Nafi essuya ses larmes, s'approcha lentement de l'enfant et lui tendit un petit coffret en bois. « Pour toi, Moïse. Tu pourras l'ouvrir quand tu seras plus grand. C'est un bout de ton histoire. » L'enfant prit le coffret avec douceur, sans trop comprendre, mais sentant l'importance du moment. Avant de repartir, Nafi posa une dernière question. « Puis-je revenir de temps en temps ? Pas comme une mère. Juste, comme quelqu'un qui voudrait réparer. » Samba répondit doucement. « Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de lui. Et du temps. Car quelqu'un, quelque part, n'avait pas oublié ce bébé abandonné dans les ordures. Quelqu'un qui, jusqu'ici, n'avait jamais été interrogé. Alors que la petite famille recommençait à respirer, loin des regards malveillants et des murmures de la ville,
une vieille silhouette marchait lentement dans les ruelles poussiéreuses de Dukosa. Elle portait un pagne usé, des sandales fatiguées, et ses yeux balayaient chaque coin d'ombre, chaque visage, comme si elle cherchait un fantôme. Elle s'appelait Mami Binta. C'était une ancienne sage-femme à la retraite, connue jadis dans tout le quartier pour ses accouchements dans les maisons, sous les arbres, dans les villages reculés. Elle avait assisté à des naissances heureuses, mais aussi à des drames. Ce jour-là, elle entra dans le bureau du commissaire Kouyaté sans frapper. « Je dois parler. C'est le moment. » Kouyaté releva la tête, surpris. Il connaissait Binta depuis des années. Elle n'avait jamais levé la voix, ni bousculé qui que ce soit. Aujourd'hui, elle semblait trembler, mais son regard brillait d'un feu ancien. « Vous vous souvenez de ce bébé dont tout le monde parle? Le petit Moïse? » Bien sûr, comment l'oublier? Elle s'assit, puis, d'une voix brisée. « Je sais comment il a fini dans les ordures. » Un silence lourd s'installa. Ce jour-là, une jeune fille est venue me voir en secret. Elle pleurait. Elle disait que ses parents ne devaient pas savoir qu'elle était enceinte. C'était une grossesse cachée. Je l'ai aidée à accoucher dans une maison abandonnée, de nuit. Le bébé allait bien. Mais après l'accouchement, la fille a paniqué. Elle voulait l'abandonner. Elle disait qu'elle ne pouvait pas le garder, qu'elle allait être tuée si on découvrait la vérité. Kouyaté fronça les sourcils. « Et vous, vous l'avez laissé faire. » Mami Binta baissa la tête. « Non. J'ai supplié. J'ai proposé de garder le bébé moi-même. Mais elle est partie sans un mot, avec l'enfant dans un carton. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Ce n'est que quand j'ai entendu parler du bébé retrouvé par Samba que j'ai compris. C'était lui. » Kouyaté se redressa, le visage grave. « Vous connaissez l'identité de cette fille. » Elle hocha la tête lentement. « Oui, je la connais. Elle vit encore ici. Mariée maintenant. Respectée. Personne ne sait. Mais elle sait. » Le cœur de Kouyaté s'accéléra. La vérité était peut-être plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Quelqu'un portait un lourd secret, et il était temps que la lumière soit faite. Le commissaire Kouyaté demanda à Mami Binta. « Dis-moi son nom. » Elle hésita. Son regard se perdit dans le vide. Elle était si jeune, à peine 17 ans. J'ai gardé le silence parce que je pensais qu'elle avait fui la ville. Je ne voulais pas détruire une vie déjà brisée. Mais maintenant que l'enfant est vivant, qu'il a retrouvé sa mère, je sens que je dois parler. Elle inspira profondément et murmura. Elle s'appelle Nafi Diallo. Kouyaté se figea. La femme du docteur Diallo. Oui, celle-là même. C'était une révélation bouleversante. Nafi, aujourd'hui mariée à un médecin respecté, mère de 2 enfants, membre d'une association caritative, était l'un des visages les plus appréciés du quartier. Kouyaté sentit son devoir l'appeler. Il savait que ce genre de vérité, mal gérée, pouvait détruire plus d'une vie. Mais il ne pouvait pas ignorer cette information. Il fallait confronter Nafi. Le lendemain matin, il se rendit discrètement à la villa des Diallo. C'était une grande maison moderne, bien gardée. Une domestique ouvrit, surprise de voir le commissaire. « Madame est au jardin. » Il la trouva sous une tonnelle, entourée de fleurs, en train de feuilleter un album de famille. Ses enfants jouaient au loin, insouciants. « Madame Nafi. » Elle leva les yeux, sourit poliment. « Commissaire Kouyaté, que me vaut cette visite inattendue ?» Il s'assit, son regard grave. « J'ai besoin que vous répondiez à une question. Une seule. » Elle fronça les sourcils. « Je vous écoute. » Il y a 5 ans, avez-vous abandonné un bébé dans les ordures après avoir accouché en secret avec l'aide de Mami Binta? Son visage se vida de toutes couleurs. L'album tomba de ses mains. Pendant un instant, elle ne dit rien. Puis, d'une voix à peine audible. « Qui vous a parlé de ça? » Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la vérité. Des larmes commencèrent à couler. Oui, c'était moi. Je n'étais qu'une enfant. Mon père m'aurait tué. Le garçon, il m'a trahi, m'a laissé seul. Je n'ai vu qu'une issue. J'ai fui. J'ai tout fui. Kouyaté l'observait, partagé entre colère, tristesse et compréhension. L'enfant a survécu. Il a été élevé par un homme qu'on prenait pour fou. Il a retrouvé sa mère biologique. Il va bien. Mais vous allez devoir affronter votre vérité. Nafi releva lentement la tête. Est-ce qu'il sait? Pas encore. Mais tôt ou tard, il saura. Elle ferma les yeux, brisée. Que dois-je faire? Kouyaté lui lança un regard intense. Faire face. Venir leur parler. Et laisser Moïse décider ce qu'il veut savoir.
Nafi ne dormit pas cette nuit-là. Les mots du commissaire tournaient en boucle dans sa tête. Faire face. Elle avait passé 5 longues années à enterrer ce secret, à construire une vie normale, à effacer toute trace de ce passé. Elle n'avait jamais imaginé que le bébé, qu'elle croyait mort ou disparu, vivrait et retrouverait le chemin de la lumière. Le lendemain, vêtue d'un simple boubou bleu, elle se présenta devant la petite maison d'Aïcha. Elle n'avait ni bijoux, ni maquillage. Juste le poids de son histoire sur les épaules. Aïcha ouvrit la porte, surprise. Elle connaissait Nafi de nom, mais elle ne s'était jamais réellement parlé. « Bonjour, je suis Nafi Diallo. Je voudrais vous parler. » Aïcha la fit entrer, un peu méfiante. Samba, assis près de la fenêtre avec Moïse sur les genoux, reconnut immédiatement la femme. Son regard s'assombrit, mais il ne dit rien. Nafi s'assit lentement, les yeux rouges. « Je suis la personne qui a abandonné ce bébé dans les ordures, il y a 5 ans. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Aïcha ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Samba, lui, baissa la tête. Moïse, trop jeune pour comprendre, jouait avec une cuillère en plastique. Nafi poursuivit, sa voix tremblante. « J'étais jeune, perdue, enceinte d'un homme qui a fui. Ma famille m'aurait renié. J'ai eu peur. J'ai accouché en secret. Puis j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. » Des larmes coulaient sur ses joues. Je pensais qu'il était mort. Je n'ai jamais revu ce bébé, jusqu'à ce que j'entende parler de cette histoire. Je ne suis pas venu réclamer quoi que ce soit. Je veux juste demander pardon. Aïcha la fixait, les poings serrés. « Tu as failli détruire la vie de mon fils. Et tu aurais pu briser celle de Samba aussi. » Nafi hocha lentement la tête. « Je le sais. Je ne mérite pas le pardon. Mais je devais le dire. » Samba releva enfin les yeux. « Pourquoi maintenant ? » Parce qu'un jour, Moïse posera des questions. Et je veux qu'il ait une réponse, même si je ne suis qu'un détail qu'il choisira d'oublier. Le silence reprit place, mais il n'était plus aussi lourd. Puis Aïcha dit doucement. « Tu n'auras pas à lui raconter. Moi je le ferai, le jour où il sera prêt. Et s'il veut te connaître, ce sera à lui de décider. » Nafi pleura, en silence. Avant de partir, elle s'agenouilla devant Moïse, le regarda tendrement, et murmura. « Je suis désolée, petit ange. Merci d'avoir survécu. » Puis elle se releva, salua Samba, et sortit. Ce jour-là, le passé fut enfin confronté. Mais les cicatrices, elles, allaient mettre du temps à guérir. La visite de Nafi n'était pas passée inaperçue. Dans un quartier où chaque mouvement se raconte avant même d'être accompli, les voisines commencèrent à parler. « Tu as vu ? Madame Diallo chez la mère du petit Moïse ? Que fait une femme aussi respectée là-bas ? On dit qu'elle serait liée à l'abandon du bébé. » Les murmures devenaient rumeurs, les rumeurs devenaient jugements. La nouvelle se répandait plus vite qu'un feu de brousse. Certaines femmes condamnaient Nafi, d'autres murmuraient qu'elle avait payé son erreur toute sa vie, et d'autres encore s'en prenaient à Aïcha. Elle laisse une femme pareille s'approcher de son enfant. Mais Aïcha ne répondait à personne. Elle restait concentrée sur Moïse, sur sa paix, sur la reconstruction. Un soir, Samba lui dit « Les gens parlent trop, mais ils ne savent rien de ce que c'est que la douleur. » Elle lui sourit tristement. Et parfois, même quand ils savent, ils préfèrent juger. Ce même soir, Moïse eut un cauchemar. Il se réveilla en hurlant. Quand Samba accourut, il le serra fort contre lui et murmura. « Tu ne vas pas m'abandonner, hein ? Tu vas rester. » Samba sentit son cœur se déchirer. Il caressa les cheveux de l'enfant, les larmes aux yeux. « Je serai là, toujours. Même si le monde entier t'oublie, moi je ne partirai pas. » Le lendemain, Aïcha alla voir l'inspecteur Kouyaté et lui demanda « Est-ce que quelqu'un peut empêcher Samba de rester avec nous ?» Il sourit. « Pas si vous le déclarez officiellement comme tuteur légal ou comme membre de votre foyer. Je peux vous aider à faire les démarches. » Elle hocha la tête. « Faisons-le. C'est ce qu'il mérite. » Une semaine plus tard, Samba signait un document qu'il ne comprenait pas vraiment, mais qui lui offrait quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. Une place officielle, dans une famille. Il n'était plus l'homme errant. Il était Samba Diakité, gardien du petit Moïse, membre d'un foyer. Et même si la rue continuait de parler, leur silence à eux avait plus de force que 1000 paroles. Mais dans l'ombre, une autre vérité, plus ancienne encore, s'apprêtait à surgir. Une semaine après que Samba ait été officiellement reconnu comme tuteur du petit Moïse, un événement inattendu vint bouleverser ce fragile équilibre. Un matin, alors que Samba marchait seul dans l'ancien quartier où il errait autrefois, il retourna instinctivement vers un vieux bâtiment abandonné.
Un ancien centre social désaffecté, à moitié effondré, où il dormait parfois. C'était un lieu qu'il évitait depuis quelque temps, mais ce jour-là, quelque chose l'attira. Il fouilla dans un coin poussiéreux où il avait autrefois caché quelques objets. Un bout de couverture, une vieille boîte en fer, et un carnet en cuir déchiré qu'il avait trouvé près des ordures le jour même où il avait découvert Moïse. Il l'avait gardé sans jamais l'ouvrir, pensant que c'était un objet sans importance ou qu'il appartenait peut-être à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, poussé par l'instinct, il s'assit sur un vieux banc et l'ouvrit. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture féminine. Des phrases brèves. Des notes. Des dates. Et, en dernière page, une lettre jamais envoyée. Si tu lis un jour ces lignes, sache que je n'ai pas voulu t'abandonner. Je n'avais pas le choix. Je t'aimais déjà, et pourtant je t'ai laissé. Pardonne-moi. Il comprit alors que ce carnet avait appartenu à Nafi, et que ce n'était pas une simple erreur. Ce carnet contenait plusieurs noms, des adresses, et même une photo, celle d'un homme jeune, le visage sévère, avec un nom écrit au dos. K. Diallo, Dakar. Samba frissonna. Ce nom ne lui était pas inconnu. C'était le frère du docteur Diallo, l'homme qui avait épousé Nafi. Et selon certaines rumeurs anciennes, cet homme avait disparu de la circulation depuis des années après un scandale étouffé dans la famille. Le carnet, en réalité, n'était pas juste un souvenir. C'était une clé. Samba, inquiet, retourna voir Aïcha et lui raconta ce qu'il avait trouvé. Ensemble, ils parcoururent les pages, et Aïcha comprit qu'un PN entier de l'histoire de Nafi restait caché. Car certains mots dans le carnet laissaient entendre qu'elle n'avait pas agi seule, et que quelqu'un d'autre l'avait poussée à abandonner l'enfant. Le mystère s'épaississait, et la vérité semblait bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Le carnet troublait Aïcha profondément. Elle relisait certains passages à voix basse. Il a dit que je n'avais pas le choix. Que si je voulais que ma famille garde la tête haute, je devais disparaître quelques semaines et revenir sans l'enfant. K. A tout organisé. Même l'endroit où je devais le laisser. J'ai eu peur, et j'ai obéi. Aïcha et Samba se regardèrent, stupéfaits. Ce K, celui dont la photo était glissée dans la dernière page, était bien Khalil Diallo, le frère du docteur Diallo, autrefois avocat influx, puis mystérieusement disparu. Samba, avec l'aide du commissaire Kouyaté, entreprit des recherches plus poussées. Grâce à une vieille connaissance dans la police de Dakar, il retrouva une trace. Khalil vivait toujours, mais sous un nom différent, dans un quartier riche de la capitale sénégalaise. Il y dirigeait discrètement une société d'import-export. « Tu crois qu'il pourrait être le père ?» demanda Aïcha. Samba secoua la tête. « Je pense plutôt qu'il a voulu étouffer une honte familiale. Il a manipulé Nafi. Il a peut-être même tout planifié pour que personne ne sache jamais. Et aujourd'hui, tu veux aller le voir ?» Samba prit une grande inspiration. « Je n'ai jamais voulu mêler Moïse à des affaires de vengeance. Mais s'il y a une vérité à découvrir, je dois la connaître. Pas pour moi. Pour lui. Pour qu'il sache, un jour, qu'il n'a pas été abandonné par hasard, mais sacrifié par fierté familiale. » Aïcha, bien qu'inquiète, accepta. Quelques jours plus tard, Samba monta dans un vieux bus en direction de Dakar, carnet en main, l'air déterminé. C'était la première fois depuis des années qu'il quittait sa ville natale. Il ne savait pas vraiment ce qui l'attendait. Il ne savait même pas si Khalil Diallo accepterait de lui parler. Mais il savait une chose. La vérité était plus importante que le silence. Et derrière les beaux sourires, les familles puissantes et les secrets bien gardés, quelqu'un devait répondre pour le sort de cet enfant abandonné dans les ordures. Le soleil déclinait sur Dakar lorsque Samba descendit du bus poussiéreux. Ses jambes tremblaient un peu, non pas de fatigue, mais d'émotion. Il n'avait jamais mis les pieds dans une aussi grande ville. Le bruit des voitures, les cris des vendeurs, les odeurs mêlées de poissons et d'essence, tout l'écrasait. Mais il avançait. Grâce à l'adresse trouvée dans le carnet, il arriva devant un immeuble moderne aux grandes baies vitrées. Une plaque dorée portait le nom. KD Solutions, Commerce et Conseil. Il entra dans le hall. Un agent de sécurité le dévisagea avec mépris. « Tu as un rendez-vous. » Samba sortit calmement le carnet, l'ouvrit à la page de la photo de Khalil. « Je viens parler à cet homme. Il s'appelle Khalil Diallo. » Le ton sûr de Samba, et l'aura étrange qu'il dégageait, firent hésiter le garde. Finalement, il décrocha un téléphone. Quelques minutes plus tard, un homme en costume descendit. Il avait vieilli, mais son visage correspondait parfaitement à celui de la photo. « Oui, je suis Monsieur Diallo. Que me voulez-vous » Samba ne répondit pas. Il lui tendit simplement le carnet. Khalil le prit, tourna les pages, et pâlit. « Où as-tu trouvé ça »
près des ordures, le jour où j'ai trouvé un bébé abandonné. Ce carnet était là aussi. Khalil recula d'un pas, comme frappé d'un coup invisible. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Et pourtant je suis là. Tu as poussé ta propre belle-sœur à abandonner son enfant. Tu l'as manipulé. Tu as décidé de la honte à cacher, mais tu n'as pas pensé au bébé. Moi, je l'ai ramassé. Je l'ai élevé. Il s'appelle Moïse. Et il vit. Un silence glacé. Puis Khalil murmura. Il ne devait pas vivre. Ce n'est pas contre lui, mais il n'aurait jamais dû exister. Il menaçait l'image de la famille. Nafi, elle était trop faible. Elle aurait tout gâché. J'ai fait ce qu'il fallait. Samba sentit son sang bouillir. Tu n'as pas le droit de décider qui mérite de vivre ou non. Tu as brisé une mère. Tu as volé à un enfant son identité. Khalil s'avança, plus dur. Et maintenant, tu veux quoi? Une récompense? De l'argent? Samba recula d'un pas. Non. Je veux seulement une chose. Que tu saches que malgré tout ce que tu as fait, cet enfant a survécu. Et qu'un jour, il saura qu'il a abandonné. Et qui a tout orchestré. Khalil serra les poings. Mais Samba le regardait droit dans les yeux, sans peur. Puis il tourna le dos et s'en alla, laissant Khalil figé, les mains tremblantes. Dans le bus du retour, Samba contempla le ciel étoilé. Il savait que Moïse était encore trop jeune pour comprendre tout cela. Mais un jour, il poserait des questions. Et ce jour-là, il aurait toutes les réponses. Samba rentra au village le cœur lourd, mais la tête haute. Il avait accompli ce qu'il croyait impossible, faire face aux vrais responsables. Il avait vu dans les yeux de Khalil Diallo ce que beaucoup d'hommes puissants cachaient derrière les murs de silence, la peur d'être démasqué. À son retour, Aïcha l'attendait sur le pas de la porte, Moïse endormi dans ses bras. Elle lut dans les yeux de Samba que le voyage n'avait pas été vain. « Tu lui as dit ?» demanda-t-elle. « Tout. » Et il n'a rien nié. Il a même osé dire que Moïse ne devait pas vivre. Aïcha baissa les yeux, une larme glissa sur sa joue. « Il vivra, Samba. Et il grandira avec l'amour que tu lui donnes chaque jour. Pas avec leurs mensonges. » Le lendemain, Samba alla voir le commissaire Kouyaté et lui remit le carnet. Il contient les aveux indirects de Nafi et des indices clairs contre Khalil. « Tu peux faire quelque chose ?» Le commissaire le feuilleta longuement, en silence. Ce n'est pas un document légal, mais c'est une pièce forte. S'il y a un jour une enquête, ou si l'enfant souhaite plus tard revendiquer quelque chose, ce carnet pourrait tout changer. Je vais le garder dans un dossier sécurisé. Samba acquiesça. Les jours passèrent. Le quartier, après les premiers remous, s'était calmé. Les gens, comme souvent, passaient à autre chose. Mais cette fois, la rumeur avait laissé derrière elle du respect. Beaucoup regardaient désormais Samba avec un autre regard. Plus de moquerie, plus de peur, mais de la considération. Les enfants, eux, avaient toujours su qui était Samba. Celui qui les protégeait, qui jouait avec eux, qui partageait le peu qu'il avait. Mais désormais, même les adultes commençaient à comprendre. Le fou qu'ils croyaient était l'homme le plus lucide d'entre eux. Un jour, alors que le soleil se couchait, Moïse demanda timidement à Aïcha. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres ?» Aïcha le serra contre elle, le cœur serré. Mais avant qu'elle ne réponde, Samba s'approcha, s'accroupit, et dit doucement. « Tu n'as peut-être pas un papa comme les autres, mais tu as un vieux fou qui t'aime plus que tout, et qui sera là aussi longtemps que tu le voudras. » Moïse sourit et tendit les bras. Ce soir-là, Aïcha comprit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'avait pas brisé leur foyer. Elle l'avait renforcé. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Car une visite inattendue approchait. Une semaine après le retour de Samba de Dakar, alors que le village semblait retrouver sa tranquillité, une voiture noire s'arrêta devant la maison d'Aïcha. De la voiture descendit une femme élégante, vêtue d'un boubou ivoire raffiné. Elle portait un foulard sobre, mais ses yeux, fatigués, trahissaient une émotion profonde. C'était Nafi Diallo. Elle se tenait droite, mais on sentait que ses jambes tremblaient. Elle regarda la maison comme si c'était un sanctuaire, ou un tribunal. Aïcha sortit sur le pas de la porte, suivie de Moïse, qui tenait la main de Samba. Nafi s'arrêta à quelques mètres. Elle posa ses yeux sur l'enfant, et eut un souffle coupé. Il a grandi, murmura-t-elle, la voix brisée. Samba resta silencieux. Aïcha s'approcha lentement. « Pourquoi es-tu venu, Nafi ?» Nafi prit une grande inspiration. « Parce que j'ai fui toute ma vie. Parce que j'ai laissé mon fils entre les mains du destin. Et qu'au lieu de le briser, ce destin lui a offert mieux que ce que je croyais lui donner. » Elle regarda Samba, les larmes aux yeux. « Vous avez fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Vous l'avez aimé.
Vous l'avez protégé. Je ne viens pas pour le reprendre. Je sais que je n'en ai plus le droit. Mais je veux qu'il sache, un jour, que je ne l'ai pas abandonné par manque d'amour. C'est parce qu'on m'a fait croire que j'étais une honte. Samba s'approcha lentement. Il regarda Nafi longuement, puis dit d'une voix calme. Le moment venu, il saura. Et c'est toi qui devras lui dire. Pas un carnet. Pas moi. Pas Aïcha. Toi. Moïse, curieux, observait la scène sans comprendre. C'est qui, maman? Demanda-t-il. Aïcha s'agenouilla et le regarda dans les yeux. C'est une amie. Quelqu'un qui t'a aimé, même de loin. Nafi essuya ses larmes, s'approcha lentement de l'enfant et lui tendit un petit coffret en bois. Pour toi, Moïse. Tu pourras l'ouvrir quand tu seras plus grand. C'est un bout de ton histoire. L'enfant prit le coffret avec douceur, sans trop comprendre, mais sentant l'importance du moment. Avant de repartir, Nafi posa une dernière question. Puis-je revenir de temps en temps? Pas comme une mère. Juste, comme quelqu'un qui voudrait réparer. Samba répondit doucement. Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de lui. Et du temps. Nafi hocha la tête, monta dans sa voiture, et disparut à l'horizon, laissant derrière elle le poids d'années de silence, mais aussi une étincelle d'espoir. Le soir venu, alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, Moïse tenait toujours dans ses mains le petit coffret en bois que la mystérieuse dame lui avait offert. Intrigué, il s'assit sur un tapis, près du feu. Aïcha et Samba l'entouraient en silence, respectant le moment. « Est-ce que je peux l'ouvrir maintenant ?» demanda-t-il. Samba le regarda dans les yeux, puis hocha lentement la tête. « Oui, Moïse. Tu es prêt. » Avec précaution, l'enfant ouvrit le coffret. À l'intérieur, il trouva plusieurs objets soigneusement rangés. Une petite chaînette en or avec un pendentif en forme de lune. Une photo usée d'une jeune femme souriante tenant un bébé dans ses bras. Au dos, il était écrit « Pour Moïse, ton premier jour sur terre ». Un morceau de tissu blanc, délicatement brodé, probablement un bout de la première couverture du bébé. Et enfin, une lettre soigneusement pliée, adressée à lui. « À mon fils, que j'ai aimé en silence ». Moïse ne savait pas encore lire couramment, alors Aïcha lui proposa doucement. « Tu veux que je te la lise ?» Il acquiesça. Aïcha ouvrit la lettre et commença à lire, sa voix tremblante d'émotion. « Mon fils, le jour où tu es né, j'ai cru que le monde s'ouvrait sous mes pieds. Tu étais beau, innocent, et moi, si faible. On m'a fait croire que t'aimer était une honte. On m'a forcé à te quitter. On m'a volé le droit d'être ta mère. Mais chaque jour, chaque nuit, je n'ai cessé de penser à toi. Si tu lis ces mots, c'est que tu es vivant, que tu as grandi, que tu as survécu. Et cela, c'est grâce à quelqu'un de bien. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande seulement de me connaître, un jour, si tu en as la force. Ta mère. Nafi. » Un silence lourd suivit la lecture. Moïse regardait le feu danser, les mots résonnant doucement dans son cœur. « Elle m'aimait » demanda-t-il doucement. Samba posa une main sur son épaule. « Oui, elle t'aimait. Mais elle avait peur. Et parfois, la peur fait faire de grandes erreurs. » Moïse réfléchit longuement, puis serra la lettre contre lui. « Je veux la revoir. Pas aujourd'hui. Mais un jour. » Aïcha le serra fort dans ses bras, ému par sa sagesse d'enfant. Ce soir-là, autour de ce feu, une nouvelle étape de l'histoire de Moïse venait de commencer. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un bébé ramassé dans les ordures, mais celle d'un enfant en quête de ses racines, porté par l'amour de ceux qu'il avait choisis. Le lendemain matin, une rumeur nouvelle commença à se répandre dans le village. La vraie mère de Moïse était revenue. Certains y voyaient un scandale, d'autres une bénédiction. Les langues se déliaient dans les marchés, les salons, même à la mosquée. On racontait tout, on exagérait beaucoup, mais personne ne restait indifférent. Un vieil homme dit « Ce petit-là est béni. Même l'abandon n'a pas pu l'éteindre. » Une femme répliqua « C'est bien beau de revenir après tant d'années. Mais est-ce qu'on oublie qu'elle l'a laissé ?» Mais au milieu de ces jugements, une chose était claire. Samba n'était plus vu comme le fou du quartier. Les gens, autrefois moqueurs ou craintifs, l'appelaient désormais le sage, le gardien de l'enfant du destin, ou simplement le père de Moïse. Samba, de son côté, continuait à vivre simplement. Il ne cherchait ni reconnaissance ni gloire. Il passait ses journées comme toujours, à réparer des objets, aider les voisins, raconter des histoires aux enfants, et surtout, à veiller sur Moïse. Mais quelque chose avait changé chez lui. Une paix intérieure. Il n'était plus hanté par les voix de son passé. Il n'était plus seulement l'homme qui parlait tout seul dans la rue. Il était un repère, un exemple, une lumière. Un soir,
Alors qu'il rentrait à la maison, une vieille dame du quartier lui offrit un panier de pain chaud. « Pour toi, Samba. Et pour ton fils. Ce que tu as fait, peu d'hommes en seraient capables. » Samba la remercia avec un sourire sincère. Il ne dit rien de grand, seulement. C'est l'amour qui m'a rendu fou. Et c'est ce même amour qui m'a guéri. Pendant ce temps, Moïse devenait de plus en plus curieux de son histoire. Il posait des questions, observait les adultes, et tentait de comprendre comment un enfant pouvait avoir deux mères, un père inconnu, et un fou comme ange gardien. Mais son cœur restait pur. Et même s'il ne comprenait pas tout, il savait qu'il était aimé. Et dans ce village autrefois indifférent, une vérité nouvelle s'installait doucement. Ce que le monde avait jeté, l'amour l'avait relevé. Quelques semaines plus tard, une convocation officielle arriva au poste de police du village. Le commissaire Kouyaté avait reçu un appel d'un juge de Dakar. Une enquête venait d'être ouverte contre Khalil Diallo. Samba, Aïcha et Moïse furent invités à se rendre à la capitale pour témoigner. L'information avait filtré. Nafi, rongée par la honte et la vérité, avait décidé de porter plainte contre son propre père. Elle avait aussi remis au juge une copie du carnet de confidence confié à Samba et avait accepté de témoigner publiquement. C'était un séisme dans les hautes sphères du pays. Khalil Diallo, homme d'affaires influent, respecté et redouté, était accusé de manipulation, pression psychologique sur sa fille, abandon d'enfant et obstruction à la justice. Au village, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Certains furent choqués. D'autres dirent que la vérité finit toujours par sortir. Avant le départ pour Dakar, Moïse prit Samba à part. « Est-ce que ce monsieur va aller en prison ?» Samba soupira. « Je ne sais pas, Moïse. Mais ce que je sais, c'est que parfois, pour que la lumière entre, il faut que certaines portes s'ouvrent, même si ça fait peur. » Le trajet jusqu'à Dakar fut long et silencieux. À leur arrivée, ils furent conduits dans une salle d'attente sobre et tendue. Nafi les y rejoignit, visiblement amaigrie mais déterminée. « Merci d'être venu, » murmura-t-elle à Aïcha. « C'est pour Moïse, pas pour toi, » répondit Aïcha, sans méchanceté, mais avec fermeté. Quand l'heure de témoigner arriva, ce fut d'abord Nafi qui parla. Elle raconta tout, la grossesse cachée, les menaces de son père, l'abandon du bébé, les années de silence. Les juges l'écoutèrent avec gravité. Puis Samba fut appelé. Il s'avança, vêtu simplement, mais avec une prestance inattendue. On aurait cru voir un roi déchu mais digne. « Je suis l'homme qu'on appelait fou. Celui qui parlait aux pierres et aux nuages. Et pourtant, c'est moi qui ai vu un enfant dans les ordures et qui ai compris que ce n'était pas un rebut, mais un miracle. » Un silence impressionnant s'installa dans la salle. « Je ne viens pas pour condamner, je viens pour que cet enfant ne vive plus dans le mensonge. Il mérite de savoir d'où il vient, et pourquoi il a été abandonné. » Les juges prirent des notes. Les journalistes à l'entrée de la salle commençaient déjà à murmurer. Le scandale Diallo venait d'éclater au grand jour. Ce jour-là, une chose changea définitivement dans la vie de Moïse. Il n'était plus seulement l'enfant du mystère. Il était l'enfant dont l'histoire allait secouer tout un pays. Le procès de Khalil Diallo fit la une de tous les journaux. Des photos de Samba tenant la main de Moïse circulèrent partout, accompagnées de titres comme « L'ancien fou du village dévoile la vérité sur un puissant homme d'affaires » ou « L'enfant abandonné dans les ordures devient le symbole d'un pays en quête de justice ». Dans la salle d'audience, Khalil restait impassible. Son visage fermé contrastait avec les regards brûlants tournés vers lui. Mais derrière cette façade glacée, l'homme sentait son empire s'effondrer. Son avocat tenta de discréditer les témoins, d'attaquer la santé mentale passée de Samba, d'accuser Nafi d'instabilité émotionnelle. Mais chaque argument s'effondrait face à l'évidence humaine. Le carnet. Les objets retrouvés dans le coffret. Les témoignages d'habitants du quartier, qui confirmèrent tout ce que Samba avait élevé Moïse avec plus d'amour que bien des parents biologiques. Puis vint le moment où Moïse, lui-même, fut invité à parler. Assis dans une chaise bien trop grande pour lui, il regarda les juges avec des yeux pleins de vérité. Il ne comprenait pas toutes les choses juridiques, mais il comprenait une chose. Il avait été sauvé par l'amour d'un homme que tout le monde rejetait. « Je ne suis pas venu pour me venger, » dit-il. « Je suis venu parce que je veux qu'on dise la vérité. J'ai le droit de savoir. Et j'ai le droit d'exister. Même si j'ai été jeté, j'ai grandi. » Les juges, émus, hochèrent la tête. Quand le verdict tomba, le silence fut total. Khalil Diallo fut condamné à plusieurs années de prison, une lourde amende pour abandon d'enfants et manipulation, et surtout, une interdiction à vie d'exercer toute fonction publique ou de siéger dans un conseil d'administration. Le lendemain, à la sortie du tribunal, des centaines de personnes applaudirent Samba, Aïcha et Moïse.
Certains pleuraient. D'autres chantaient. Un homme s'approcha de Samba et lui dit « Ce que tu as fait dépasse ce village. Tu as réécrit ce que signifie être père. » Samba sourit, puis regarda Moïse qui, malgré toute cette agitation, restait calme, tenant toujours sa main. « Je ne suis pas un héros, répondit-il. Je suis juste un homme qui a trouvé un bébé dans les ordures et qui a décidé de l'aimer comme si c'était un trésor. » Des mois passèrent. Le nom de Moïse était désormais connu bien au-delà du village. Des associations voulaient le parrainer, des journalistes demandaient des interviews, et même le président du pays avait envoyé une lettre pour saluer le courage du garçon et la dignité de son protecteur. Mais pour Samba, rien ne comptait plus que la promesse qu'il s'était faite le jour où il avait trouvé le bébé. « Tant que je vivrai, tu ne seras plus jamais seul. » Un matin, alors que l'harmattan soufflait doucement sur les toits en tôle du village, Moïse vint s'asseoir à côté de Samba, sous leur vieux manguier. Dit « Papa, c'est vrai que tu étais fou. » Samba sourit sans détourner les yeux du ciel. « Oui, fou de douleur. Fou d'avoir tout perdu. Ta mère. Mon chemin. Mon nom. » Il fit une pause, puis ajouta en posant la main sur la tête de Moïse. « Mais le jour où je t'ai trouvé, j'ai recommencé à vivre. Tu es le seul remède que le ciel m'ait envoyé. » Moïse sourit, les yeux brillants. « Et toi, tu es le seul papa que j'ai jamais voulu. » Ce jour-là, Aïcha les observa de loin, le cœur rempli. Elle savait que cette histoire, aussi tragique et belle soit-elle, allait marquer des générations. Elle savait que ce garçon né dans les ordures était devenu le symbole vivant d'un amour plus fort que la honte, la peur, et même le sang. Quelques années plus tard, Moïse fut invité dans plusieurs écoles pour raconter son histoire. À chaque fois, il commençait ainsi. « Je suis né dans les ordures, mais j'ai grandi dans les bras d'un homme que vous appeliez fou. Pourtant, c'est lui qui m'a appris la chose la plus importante au monde. Que ce n'est pas l'endroit où tu es né qui détermine ta valeur. C'est l'amour qu'on t'offre et celui que tu offres en retour. » Et ainsi se termina l'histoire de Moïse et de Samba. L'histoire d'un homme rejeté, d'un bébé abandonné. Et de la vérité qui, des années plus tard, fit jaillir la lumière du cœur même des ténèbres.